pour la RDC, quand on parle de musée, c'est un lieu acquis, reflète leur histoire. Le musée est en train de parler de leur passé et qui peut leur permettre aussi d'avoir, disons, des souvenirs, vers le présent, vers le futur. Professeur, est-ce que vous pouvez présenter aux téléspectateurs le site dans lequel nous sommes? Ça fait aussi les personnes dans des vraies intentions, par le fait qu'ils sont exposés à l'entrée du village ou dans un carrefour. Toute personne. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous avons l'insigne honneur d'être ici au Musée national en compagnie du directeur du musée, le prof Henri Bunjoko, que je m'en vais saluer. Professeur, nous vous saluons. Salut, monsieur les journalistes. Nous vous remercions beaucoup pour avoir accepté de nous accueillir ici au musée dans la salle de musicologie. Et nous sommes là dans le cadre de la semaine du tourisme lancée à Kolwezi-Olualaba par le ministre du Tourisme, M. Modero Simba. Nous allons parler du tourisme. Vous êtes un secteur non négligeable du tourisme parce que ici, dans le musée, les peuples, la population congolaise vient rencontrer son histoire d'hier pour comprendre aujourd'hui et se préparer pour demain. Professeur, qu'est-ce que vous comprenez par tourisme? Quels sont les éléments essentiels du tourisme, par exemple pour la RDC? Oui, pour la RDC, quand on parle de tourisme, c'est un lieu acquis et qui montre les valeurs d'un peuple. C'est un site qui couvre les éléments de découverte. Et aussi, nous avons toujours dit que le musée, c'est un lieu de renforcement de la culture, ou c'est un point qui révalorise même l'identité d'un peuple. Le musée, par rapport au tourisme, c'est vraiment un site touristique, dans le sens que quand les touristes viennent découvrir un pays, découvrir la culture d'un peuple, la première des choses, c'est de se rendre au musée. Et imaginez par exemple la richesse de la RDC, qui est représentée par plus de 450 peuples, représenté par plus de 450 peuples de la RDC, et on retrouve ici au musée. En voyant les objets ne parlent pas seulement de la culture, mais parlent aussi de notre écosystème, de notre environnement. Et dans notre environnement, nous voyons nos forêts sacrées, nous voyons nos montagnes, nous voyons nos sous-sols. Ça fait partie des points qui attirent les touristes. Et chez nous ici, le musée, c'est le point focal même du tourisme. Et le musée, dans sa définition aussi, par rapport au développement, le musée était un site touristique par excellence. C'était un lieu de découverte, c'était un lieu de partage, un lieu de rencontre, un lieu de développement même du tourisme. Parce que le musée donne au tourisme la matière, donne au tourisme les éléments qui peuvent faire en sorte qu'on apprécie la juste valeur de la richesse d'un pays. Et c'est dans ce sens-là que le musée est un point important dans le tourisme. Le musée, on peut dire, qui fait découvrir le tourisme, c'est le musée ou c'est le tourisme qui fait découvrir les musées. Vous voyez qu'en voyant les deux, vous allez voir qu'il y a entre les deux, il y a un complément. Le tourisme peut faire la promotion du musée, comme le musée peut faire aussi la promotion du tourisme. Ce sont des idées qui se complètent. Le musée a vraiment une valeur vis-à-vis du tourisme, comme le tourisme a une valeur vis-à-vis du musée. Professeur, nous avons remarqué à chaque fois, on organise des assises. Et ces assises, c'est surtout dans les lieux reculés, à Lubumbashi, Kolwezi, ainsi de suite. Les gens habillés en costume, cravate, parler du tourisme. Or, le tourisme se vit. Le tourisme se ressent comme là, nous sommes dans cette salle mythique où il y a de nombreuses œuvres d'art
en lien avec notre tradition musicale, mais comment faire que ce tourisme soit effectif auprès des Congolais? Souvent, nous venons fréquenter les musées, mais nous nous rendons compte que le Congolais, le Quinois, le Congolais de certains coins de la République ont du mal à s'approprier du tourisme à travers des institutions comme les musées, les parcs, à travers les lieux d'attraction. Comment rendre ça effectif qu'un Congolais, un citoyen congolais puisse quitter de chez lui et dire « moi je vais avec ma famille au musée ici sur le boulevard Triomphal regarder des œuvres ». Comment faire pour que ça soit effectif et non seulement des gens qui se rencontrent pour parler du tourisme au lieu de vivre du tourisme? Oui, la première des choses que je voudrais dire, il faut qu'on se connaisse d'abord soi-même, qu'on connaisse son environnement, qu'on connaisse, disons, la puissance même de sa culture, la puissance même de sa richesse, qu'elle soit environnementale, touristique, tout ça. Vous voyez que c'est difficile d'apprendre à quelqu'un ce qu'il vit, que c'est du tourisme. Pour lui, c'est comme si il est habitué. Mais alors, à ce moment-là, pour qu'il prenne ça dans le sens du tourisme, il faut qu'on crée maintenant une culture touristique, qu'on crée, qu'on amène à créer, disons, ce sens-là, et apprendre aux Congolais qu'il peut rendre sa richesse environnementale, sa richesse d'une manière générale, ou même culturelle, une richesse culturelle ou une richesse pour le tourisme. Qu'est-ce que je voudrais dire là? C'est-à-dire faire en sorte qu'on développe au Congolais cet esprit-là d'une culture touristique. Un Congolais, quand il va ailleurs, on l'appelle carrément dans un musée, on l'appelle nous avons ce site-là, et qu'on le dit aussi, il y a un moyen d'exploiter ces sites-là, les rendre un peu touristiques, dans le sens que ça peut faire venir des gens, et vous-même aussi qui êtes de la société, c'est vous qui allez faire comprendre même aux autres l'importance même de ces sites-là. Prenons le cas par exemple, quand nous sommes au Mont-Galien, c'est un site historique, mais ce site est aussi les rendre touristiques. Dans quel sens? D'abord les Congolais eux-mêmes doivent s'y comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il faudra tirer dedans, comment la curiosité les amène à découvrir certaines choses. Et ça devient maintenant un lieu qu'on exploite, qu'on explore. Et à ce moment-là, les Congolais, à sachant cela, vont créer cet esprit-là de tourisme. Vous voyez, les Congolais, c'est difficile de voir pendant les vacances un Congolais qui va dans les fins fonds pour dire que je m'en vais essayer de découvrir quelles sont nos richesses. C'est puisque à ce moment, il n'a pas cette idée-là de s'aventurer à le découvrir. Maintenant, si on lui apprenait, ou on lui a créé cette idée-là, vous devez vous recréer en allant dans les fonds, il faut découvrir vos milieux touristiques, découvrir vos richesses. Cet esprit-là, on va le cultiver facilement. Je pense que ce que nous devons faire maintenant, il faut petit à petit qu'on commence à nous impliquer cela quand on est jeune et les mettre carrément aussi dans le programme scolaire. Dans le programme scolaire, demander aux associations qui ont encore la culture de commencer à créer quelque chose de tourisme. Et à ce moment-là, on comprendra facilement l'importance du tourisme. Vous voyez, vous allez voir quelqu'un qui quitte l'Amérique, il vient voir seulement le site de Miracle. Il va seulement aller voir comment s'est passé les volcans. Mais nous sommes là, et ça ne dit rien. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à forger cet esprit-là, de connaître le tourisme et son importance, et de connaître aussi la découverte, quels sont les objectifs du tourisme. Et là, ça nous permettra de connaître mieux, de faire mieux. Et c'est comme ça que je peux penser. Chercher à créer maintenant une culture. Nous sommes ici dans la salle où est renfermé tous les éléments ou toutes les œuvres d'art liées à la musique en République démocratique du Congo de nos ancêtres. Il a été tenu à Kolwezi, au Lualaba, la semaine du tourisme, lancée par le ministre du Tourisme. Mais quel est ce bilan du tourisme? Est-ce que
la République démocratique du Congo est une terre touristique. Est-ce que la RDC a des œuvres, a des éléments qui puissent faire d'elle un pays touristique? Professeur, les téléspectateurs veulent savoir, est-ce que la RDC renferme des œuvres, des sites qui peuvent rendre la RDC ou qui peuvent rendre la RDC un pays touristique? Oui, effectivement, le Congo n'est pas seulement un scandale géologique, mais aussi un scandale touristique. Il suffit seulement de vous promener au fin fond, vous allez découvrir les merveilles et les potentialités touristiques que couvrent nos cités, mais pas couvrent le pays. Il y a beaucoup d'éléments qui attirent la curiosité. Il y a beaucoup d'éléments qui vantent même les tourismes. Mais c'est une question de revaloriser maintenant ces sites et de revaloriser aussi ce que nous avons d'esprit touristique. Quand vous allez voir nos parcs, il y a des moyens de parler de tourisme. Quand vous allez, par exemple, voir nos montagnes, les massifs qui viennent là, vous allez au Bas-Congo, vous voyez des massifs qui sont là-bas. Et vous voyez que le merveille de notre terre, ces sites, il y a des sites qui sont naturels, qui peuvent créer des historiques, il y a des sites aussi historiques qui peuvent créer le tourisme. Il y a aussi, disons, nos valeurs culturelles qui peuvent créer le tourisme. Imaginez plus de 450 peuples. Prenons seulement la chorégraphie de la danse. Et on ne danse pas de la même façon, on ne chante pas de la même façon. Et vous voyez que ça, et maintenant quand on doit réciter ça vous crée une sorte de découverte, de curiosité, et en fait toute une histoire. C'est-à-dire qu'il y a des potentialités sont là, et les pays couvrent vraiment des éléments qui peuvent faire que le tourisme puisse vraiment être à la base de notre. Professeur, nous sommes très ravis d'être avec vous parce que nous aimerions comprendre. Hein. Nous sommes dans un site, nous voyons la propreté, les conditions dans lesquelles sont gardés les ouvrages. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens viennent, les Congolais viennent, les Quinois viennent? Parce que les gens viennent à compte-gouttes. Comment créer cette culture-là? Quand il y a des grandes assises, on fait appel aux sponsors, aux grandes structures, on fait appel aux acteurs du tourisme. Les hôtels, les responsables des musées, les sites touristiques. Mais le consommateur, le Congolais lui-même, comment le sensibiliser à venir consommer ces œuvres d'art, à venir consommer les sites touristiques qu'il a? Parce que vous-même, le téléspectateur, si vous ne le savez pas, très cher téléspectateur, le professeur Banjogo est lui-même enseignant dans le domaine de l'art. Comment faire que le Congolais, le Quinois, le Louchois, ceux de Bandundu et ex-Bandundu, province de Bandundu, Kwilu, ainsi de suite, ceux de la province du Kasaï, partout en République démocratique du Congo, que nous puissions consommer, être des consommateurs de nos sites touristiques, consommateurs de nos œuvres d'art? Je pense que c'est un grand travail qu'il faudra faire, dans ce sens que nous devons, dans un premier temps, aller vers le public, de faire comprendre que parfois les définitions qu'on donne de notre culture, par rapport aux profanes, par rapport aux idéologies, ne correspondent pas aux réalités du vécu quotidien des Congolais. Et de faire comprendre que les objets tels que nous le voyons ici, c'est toute une histoire, ce sont des abrégés de notre histoire. Ça couvre beaucoup de secrets de nos réalités par rapport aux savoirs et connaissances des millénaires. Et en leur parlant de ça, créer maintenant une sorte de promotion, une sorte de sensibilisation pour qu'ils viennent nombreux. Puisque vous savez que par rapport à ce qu'on nous a enseigné, par rapport à ce que nous vivons, notre histoire est toujours présentée dans un sens négatif. Négatif, si vous voulez dire. Quand on projette, on montre que les Congolais qui souffrent, on montre que les Congolais... Alors qu'il y a aussi des choses qui vantent les Congolais, mais qu'on ne montre pas. Nous devons commencer à montrer nos points forts au public. Quels sont nos points forts, que couvrent ces œuvres-là, que couvrent ces sites touristiques-là par rapport à nos points forts, ce qui vante notre identité, qui vante notre personnalité. Et leur dire maintenant, par rapport à nos faiblesses, comment faire en sorte que nos faiblesses deviennent maintenant des potentialités pour canaliser vraiment le tourisme, pour canaliser
la culture militaire pour canaliser l'industrie culturelle, pour canaliser le bon sens. Je pense qu'il faut faire un grand travail. Mais nous avons, par exemple, ici, au départ, les gens ne venaient pas non plus, ils commencent à venir, parce qu'ils commencent à comprendre réellement que le musée reflète leur histoire. Le musée est en train de parler de leur passé et qui peut leur permettre aussi d'avoir, disons, des ouvertures vers le présent, vers le futur. Professeur, est-ce que vous pouvez présenter aux téléspectateurs le site dans lequel nous sommes? Quels sont les différents compartiments et quelles sont les différentes sortes d'œuvres d'art que nous retrouvons? Oui, ici, là nous sommes, c'est la première salle qui montre les instruments de musique et de communication. Ces instruments, nous les avons utilisés dans le cadre de la musique. Mais vous devez savoir que la musique africaine n'est pas définie comme la musique classique, dire que c'est pour plaire à l'oreille. La musique véhicule, communique et informe par rapport aux chansons, par rapport aux gestes, par rapport au rythme même. Nous avons au-dessus des salles permanentes, ça c'est une salle temporaire, une salle qui montre d'abord notre histoire et la vie quotidienne, les activités de la vie quotidienne. Et pour corriger aussi certains éléments, notre histoire est toujours prise comme si ça a commencé au XVe siècle. Mais nous voulons reculer jusqu'à la préhistoire. Nous avons des preuves qui montrent que même des hommes préhistoriques. C'est possible d'avoir ces documents-là, c'est possible d'avoir des œuvres qui nous parlent de cette datation-là? Effectivement, dès qu'ils se présenteront au musée, en voyant des vitrines, ils verront maintenant des preuves matérielles qui sont là, c'est-à-dire des objets qu'on peut toucher, qu'on voit, qui montrent réellement qu'il y a cette existence. Et nous montrons maintenant les éléments aussi de la vie quotidienne, les activités, l'agriculture, la pêche, l'élevage, le tissage, l'architecture. Et enfin, nous montrons aussi les objets qui montrent le cycle de la vie et les expressions de la vie, de l'enfance à la mort. Il y a des activités, il y a des choses qui se passent. Nous montrons tout ça pour montrer que notre vie a un cycle. Et dans le cycle, il se passe beaucoup de choses qui nous amènent au développement, qui nous amènent à la créativité, qui nous amènent à former une sorte de culture immédiate. Mais professeur, est-ce que nous serons capables de conserver nos œuvres muséales? Serons-nous capables, parce que déjà là, il y a une polémique, je ne sais pas, ou une revendication de la restitution des œuvres d'art des pays africains telles que les œuvres de la République démocratique du Congo, détenues par exemple ou entretenues à Tervuren, au musée de Tervuren, par-ci, par-là dans le monde. Est-ce que nous serons capables déjà de prendre soin de ces œuvres d'art que nous retrouvons ici et de faire venir les autres? Est-ce que nous en sommes capables? Oui, je vous dis au départ, c'est quoi? Ces objets-là, c'est comme un enfant prodigue qui revient à la maison. Quoi qu'il en soit, il aura toujours une place pour dormir. Et c'est la même chose. Sachant que nos objets peuvent revenir, nous devons commencer déjà dès maintenant à faire en sorte que les saviens, nous puissions bien les conserver, nous puissions bien les restituer leur histoire, nous puissions bien les intégrer dans leur vrai sens, et pour que ça montre réellement la puissance et le pouvoir de notre culture, de notre identité. Mais il y a ceux qui proposent, comme on n'a pas encore la technologie ou les moyens, que les objets restent encore là lorsque nous serons prêts à ce moment, pas que ça puisse revenir pour revenir. Qu'est-ce que vous dites de cela? Moi, je pense que ça, ce n'est pas une bonne façon de penser. Nous devons chercher à créer une technologie appropriée par rapport à nous-mêmes. Ces objets ont été produits par nous-mêmes. Nous savons comment on les a produits. Et nous devons étudier par nous-mêmes aussi quels sont les mécanismes pour faire en sorte que si ça revenait, qu'on puisse les conserver. Parce que je nous disais qu'il faut attendre jusqu'à ce que nous serons au niveau de la technologie. Entre-temps, les autres aussi avancent dans leur technologie. Nous attendrons longtemps. Mais le bon qui est là, c'est de voir maintenant quelles sont les possibilités de faire en sorte que ce qui peut venir immédiatement peut venir, ce qui peut rester là-bas peut encore rester, mais à condition qu'on nous accorde d'abord juridiquement les droits de propriété. Que ça nous appartient d'abord. C'est le problème est le droit de propriété sur le plan juridique. Parce que tant qu'on n'a pas ce droit de propriété, ça ne nous appartient pas. On est ces propriétaires parce que nous savons peut-être que nous avons ça reviendra, même si ça revient 100 ans après. Mais l'essentiel est que... Mais professeur, les contextes dans lesquels ces biens ont été pris, est-ce que ces biens ne sont pas le leur? Par exemple, ils ont acheté auprès des chefs coutumiers, c'était par exemple des butins de guerre, ainsi de suite. Est-ce que ces contextes-là ne font pas que ces biens-là leur appartiennent? Par rapport aux techniques d'acquisition, nous avons des objets qu'on peut dire que ça leur appartient. Nous pouvons dire d'autres aussi ne leur appartiennent pas, puisque les objets qu'on a pris de force,
C'était la guerre, c'était un peu quelque part la loi de la jungle. Là, on a dérobé. C'est qu'on disait que ça allait de façon illicite. Ça, mais ce qu'ils ont acheté. Auprès des chefs coutumiers, en donnant du sel, du savon. C'est comme si ça leur appartient. Mais ça devient maintenant, ça devient maintenant un patrimoine partagé. Pourquoi plus c'est partagé? C'est d'abord les objets qui sont partis de chez nous. Mais ils ont... Dans les auteurs, c'est nous. Ils ont pris chez nous, mais ils bénéficient de ces objets-là. Entre-temps, nous, qu'est-ce que nous pouvons bénéficier aussi? Puisque vous devez savoir que nos objets, c'est une collectivité. On ne dira jamais l'objet de M. Tel, non, on dira l'objet du peuple tel. Ok. Ça concerne toute une collectivité. Ah, c'est la raison pour laquelle on appelle objet Teke, objet ou Bantou, ainsi de suite. Là, c'est le problème de la collectivité. Alors, comme la collectivité forme les pays, c'est l'objet maintenant 10 pays. Okay. Même si on l'a pris auprès d'un individu, mais les pays sont concernés. Parce que quand on va parler des objets du Congo, donc on ne voit pas d'abord un peuple, mais on voit les pays. Mais c'est pourquoi nous disons que pour nous, il faut un certain processus qui va dans le sens d'être des concertations, pour se concerter. Et pour que nous puissions voir qu'il n'y ait pas que ça ne devienne pas quelque chose de contentieux en contentieux. C'est dans ce sens-là. Professeur, nous sommes en train d'atterrir parce que vous courez derrière le temps. Est-ce que la République démocratique du Congo a le droit d'expérer sur le secteur du tourisme quand nous voyons l'Est de la RDC embrasé par des guerres à répétition? Nous félicitons le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour la mise en œuvre qu'il met afin de chercher la paix dans ce coin-là, où nous avons des parcs, où nous avons des sites touristiques, mais entre les mains des gens de mauvaise foi. Comment donner cette chance à la République démocratique du Congo pour qu'elle devienne effectivement une terre touristique où de partout dans le monde on vient pour voir le musée ici au boulevard Triomphal, aller à l'est de la RDC, aller au Katanga, voir les scories et ainsi de suite, aller voir les Kanuna Biombo, je ne sais pas, au Kassai. Comment? Oui, monsieur le journaliste, la RDC, de par sa nature, c'est un pays touristique. Il a des potentialités, il a cette richesse-là. Mais maintenant, comment faire? Puisque vous devez savoir que la paix est très importante pour une promotion de la culture, une promotion du tourisme. Il faudra faire en sorte que l'on puisse mettre fin à la guerre. Et maintenant, pour mettre fin à la guerre, nous devons étudier des tactiques, des stratégies pour que cette guerre-là, chercher d'abord, moi en réalité, quand je vois la guerre en tant que telle, s'il faut la faire partir rapidement, il faut que nous revenons d'abord à l'unité. L'unité est un patrimoine. L'unité dans l'appartenance. Les pays nous appartiennent tous, sans exception. Et vous allez voir qu'en pensant cela, même les gens qui sont derrière de grandes puissances pour vendre les pays, ils trouveraient que non, ce n'est pas possible. Ça, le Congo, on le prend en tant que patrimoine, en tant qu'héritage. Je pense qu'avec cet amour-là, il y a déjà un point de départ pour qu'il y ait la paix. Et quand il y a la paix, la promotion touristique, c'est plus simple. Parce que quand il n'y a pas de paix, comment les touristes vont-ils aller? Chacun a besoin de protéger sa vie et ses intérêts. Et c'est dans ce sens-là, il faut qu'on fasse un travail ensemble pour revenir à l'unité. Vous voyez, ce que moi j'ai constaté, souvent on nous attrape par quelque chose de moindre, diviser pour mieux régner. Mais quand on divise déjà, c'est déjà compliqué. Si nous cherchons à être ensemble, soudés, ce n'est pas facile de nous pénétrer même dans le sens. Vous voyez, oui, bien sûr. Moi, je vais encore parler de quelque chose. J'ai fait une expérience par rapport aux gens qui sont là, qui sont derrière. Je ne trouve aucun riche. Au contraire, ils enrichissent les autres. Et par après, ces mêmes autres qui sont enrichis, les poursuivre pour les amener à ce pays, les amener à cela. Nous devons essayer de penser, de voir que même si on fait cela, on détruit les pays pour des intérêts personnels et tout en faisant verser les sangs, ce n'est pas non plus une bonne chose. C'est pourquoi la paix est vraiment au centre de tout. Et dans cette paix-là, vous voyez, nous les Africains, nous avons des termes très faciles qui montrent. Si on te demande à Lingala,
on a la Kenya, les silences. Les silences sont là, c'est-à-dire que partout, pour que vous sentez dans la sécurité, dans la paix, vous sentez dans votre droit. Si on est sur ce système Kenya, vous allez voir que la promotion de la culture, la promotion du tourisme va aller vite. Un grand merci, très chers téléspectateurs, que nous avez suivis. Merci au professeur Banjogo qui a permis cette émission. Nous allons continuer, vous allez voir, nous allons vous présenter le musée avec la permission du directeur du musée pour que vous puissiez comprendre que le tourisme est effectif dans ce pays. Nous devons tous nous impliquer, acteurs dans ce secteur et consommateurs dans ce secteur. Un grand merci, professeur. Merci. Vous nous suivez. Nous avons terminé notre entretien avec le professeur Henri Banjogo. Cette fois-ci, nous nous retrouvons ici pour visiter avec vous le musée national. Et là, je sollicite M. Eric Lukende pour nous faire visiter ensemble avec vous les trésors détenus dans ce musée. Bienvenue au musée national de la République démocratique du Congo. Du coup, nous vous présentons 3 salles d'exposition. Ces salles sont thématisées, c'est-à-dire nos expositions, ne vous attendez pas à venir découvrir des expositions ethnie par ethnie ici chez nous. Vu l'aspect national que ce musée a, vu aussi l'aspect cohésion nationale que nous promouvons, nous avons décidé de faire de ce musée les lieux où tous les Congolais devront se retrouver, même si certains peuples ne pourront pas trouver leurs objets exposés, mais de par les thèmes et les sous-thèmes, chaque peuple pourra se retrouver. C'est ainsi que la première salle d'exposition a comme thème l'homme face au défi de l'existence. À l'intérieur de cette salle, vous allez découvrir l'origine de l'homme congolais. C'est-à-dire, dans la partie sous-thème histoire, ici nous racontons l'histoire de notre propre façon. Si ce n'est pas l'histoire qui laisse les impressions comme si nos ancêtres ou notre vie a commencé avec l'arrivée de Diego Cao en 1482, moins encore avec l'arrivée de Stanley en 1886 ou 87 si vous voulez. Mais ici nous montrons que notre histoire commence bel et bien il y a de cela 1,74 million d'années. C'est-à-dire Jésus-Christ n'était pas encore né, nos ancêtres vivaient déjà sur ces sols et ils ont réussi à lever ou à relever les défis de leur contexte à partir des objets, outils qu'ils ont utilisés en pierre. Et plus tard, nous allons voir que vers le 5e et même jusqu'au 15e siècle, nos ancêtres étaient déjà constitués en état politique bien structuré que nous pouvons appeler les royaumes et les empires. Bien au-delà de tout ça, nos ancêtres n'étaient pas des paresseux. Ça, on va découvrir dans les sous-thèmes la vie quotidienne. Nos ancêtres étaient des hommes et des femmes qui travaillaient pour vivre. Ils ont pratiqué l'agriculture bien adaptée, ils ont pratiqué la chasse écologique, ils ont aussi pratiqué la pêche. Au-delà de tous ces faits, ils vivaient dans des maisons qu'ils construisaient en tenant compte des conditions environnementales dans lesquelles ils vivaient. Et à l'intérieur de leurs maisons, il y avait des objets. Ça, nous verrons toujours dans la partie vie quotidienne. Ces objets, au-delà du fait que c'était des meubles, mais aussi jouaient un rôle de pièces identitaires. Au point où vous débarquez dans une communauté, sans qu'on puisse présenter les personnes selon leur titre et grade, vous les découvrez à partir des objets qu'ils utilisent dans la vie de tous les jours. Et la fin, nous verrons l'artisanat. La partie artisanat présente les industries traditionnelles. Donc on n'a pas raison aujourd'hui d'être paresseux, de ne pas être entrepreneur. Parce que nos ancêtres, déjà de leur temps, ils ont initié des industries. Donc nous avons un exemple bien particulier à suivre de nos ancêtres. Ils ont pratiqué par exemple le tissage, ils ont pratiqué la vannerie, la poterie, la métallurgie, la sculpture ainsi que le tannage. Voilà ce que cette salle nous réserve. Et sans plus tarder, nous allons découvrir ces sections avec vous. C'est la partie. Très chers téléspectateurs, vous êtes avec nous. Nous sommes là. Donc la caméra est en train de nous suivre. Nous sommes dans cette salle et nous allons
être édifiés et avoir la présentation de ce que nous retrouvons dans cette salle. Voilà, comme on l'a dit, la partie historique, le preuve qui nous pousse à dire que nos ancêtres ont vécu sur ces sols il y a de cela 1,74 millions d'années sont devant nous. Nous avons les pierres polies, nous avons les pierres taillées, nous avons des microlithes, tout ceci utilisé au paléolithique et néolithique. Et on peut aussi voir sur la carte des sites dans lesquels ces objets ont été fouillés et ramenés au musée. Ça veut tout simplement dire que nos ancêtres, ils ont vécu ici à Kinshasa, ils ont laissé des traces. Ils ont vécu dans les Congo central, dans la province, l'ancienne province de l'Équateur, en Bandaka précisément, ils ont laissé des traces. Donc là, ce sont des points oranges que nous voyons. Exactement. Des points oranges. Des points oranges. C'est là où nous avons trouvé des pièces justificatives ou des pièces archéologiques que nous avons exposées ici. Et plus tard, nous sommes à notre âge des métaux qui date de cela 200 000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Nos ancêtres du Katanga, en particulier les Lunda, les Sanga et les Mba, ont su comment transformer le cuivre en collier, en croisette, et ceci était utilisé comme la première monnaie. Monnaie d'échange, monnaie de dot. Ici, on peut déjà voir que la vie prend forme. Si les gens ne sont plus nomades comme ils étaient au paléolithique et néolithique, commencent à vivre dans des petites communautés. On peut voir la naissance de l'industrie comme la poterie. Du coup, ceci nous ramène jusqu'au XVe siècle, avec l'existence de ces royaumes de peuples constitués en état politique, en état bien structuré, que nous avons appelé les royaumes et les empires. On peut, par exemple, parler du royaume Congo, avec la statue funéraire, les Tchad, qui est utilisée comme identité du défunt. Cette statue en pierre était censée être déposée dans la tombe au-dessus de la tombe de la personne enterrée. Pour vous parler de ça. La partie vie quotidienne, nos ancêtres n'étaient pas des pharmaciens. Ils n'avaient pas besoin que quelqu'un tienne la chicotte pour les faire travailler. Parce qu'ils en ont montré de preuves. Ils ont pratiqué l'agriculture avec des outils qu'eux-mêmes avaient fabriqués. Des outils adaptés à chaque type de travail qu'ils devaient mener. Comme nous savons, l'agriculture, c'est un travail et des femmes et des hommes, mais avec des tâches bien spécifiques. Nous pouvons aussi voir la chasse écologique, parce qu'ici, ce sont des chasses organisées par saison, peut-être une fois ou 2 fois l'an. Et tout ceci dans l'idée de conserver la nature, dans l'idée de conserver les animaux, dans l'idée de ne pas tuer n'importe quel type d'animaux. Voilà ce qui est de la chasse. La pêche, ici nous avons reproduit la technique des peuples Wagenya, la technique de pêche des peuples Wagenya, une technique ancestrale mais qui continue à être utilisée jusqu'aujourd'hui par ce peuple. On peut déjà voir comment nous avons des choses à pérenniser de nos ancêtres. Là, cette structure est montée avec des objets issus des différentes ethnies. Voyez comment on peut être différent, mais arriver à réaliser un seul objectif malgré nos différences. Ça, c'est un exemple aussi parfait que nous pouvons copier aujourd'hui. La pirogue qui est un moyen de transport, mais aussi un moyen de pêche qu'on utilise jusqu'aujourd'hui. L'habitation. Nos ancêtres étaient des grands ingénieurs. Ils construisaient leurs maisons et ils savaient comment les construire. En tenant compte des conditions environnementales dans lesquelles ils vivaient, supposons ceux qui étaient dans les zones chaudes, ils devaient faire en sorte qu'à l'intérieur de leur maison, les fasse pas chaud comme dehors. Du coup, ils savaient quel type de matériaux de construction utiliser. Ils savaient quel type de champs il fallait, quel type de bois, quel type de boue, ainsi de suite. Et à la fin, ils équipaient leur maison avec des objets petits que nous voyons de part et d'autre. Tout ceci vient de retrouver. Vous ne débarquez pas dans la maison de quelqu'un, vous asseoir là où vous voulez. Vous ne débarquez pas dans la maison de votre ancêtre et utilisez n'importe quel. Donc ils étaient très bien organisés déjà. Très bien organisés. Très bien organisés. Au point où personne ne vous présente les gens selon leur titre de grade, mais vous les découvrez à partir des objets qui étaient en train d'utiliser. Est-ce qu'on peut parler qu'il y avait un certain développement déjà?
Le développement est là. Nous voyons déjà qu'ils sont partis de la pierre polie aux pierres taillées, aux microlithes, aux métaux. C'est-à-dire qu'il y avait un développement. La chaîne de développement est là. Mais tout ceci était cassé à un certain moment parce que l'esclavage est intervenu et les hommes et les femmes qui étaient impliqués dans cette révolution devraient partir comme esclaves. Du coup, qui allait continuer à le faire? Donc, le développement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous l'avons vu depuis le temps de nos ancêtres. Et il fallait être ingénieux pour faire tout ça. Exactement. Donc, des problèmes qui se posaient dans la société, il fallait trouver des solutions en proposant des outils, des ouvrages qui permettaient de trouver des solutions, rendre la vie facile. Exactement. Toute solution était trouvée dans leur contexte, dans leur environnement. Comme on peut voir, c'était une société avec des industries. Il y avait des industries. Nos ancêtres étaient des entrepreneurs. On peut voir le tissage, on peut voir la vannerie. Ça, ce sont des industries de fabrication d'objets à usage de tous les jours. Ici, on peut voir aussi la poterie qui est une autre industrie. Essentiellement, issu de l'argile, on arrive à fabriquer des objets qu'on devrait utiliser tous les jours dans la vie quotidienne. Puis nous avons la métallurgie. Surtout ça. La métallurgie. Nos ancêtres ont appris à travailler les métaux il y a de cela des milliers d'années. Que nos ancêtres les travaillaient déjà. Ils avaient déjà la connaissance de la métallurgie. On peut déjà voir à partir de ces hauts fourneaux utilisés par nos ancêtres longtemps que nous avons pu ramener jusqu'ici. Ces hauts fourneaux travaillent avec le bois, tout simplement. Vous allez faire le feu. Lorsque vous voulez que le feu brûle davantage, c'est sûr, c'est soufflé que vous allez appliquer. Par la suite, vous allez mettre vos métaux à l'intérieur, ça chauffe à des milliers de degrés Celsius et vous allez donner la forme comme nous voyons. Donc cette argile était pour contenir le feu. Oui, contenir le feu. Et ce souffleur pour donner l'intensité du feu. Exactement, vous êtes arrivé au point. Et il faut aussi noter que ça, c'est un atelier sacré, au-delà du fait que c'est un endroit de travail, mais c'est aussi un temple sacré pour le forgeron. Du coup, ça donne au forgeron un statut privilégié dans la communauté. Ce n'est pas un homme ordinaire. Donc c'est un ingénieur. C'est un ingénieur. Un ingénieur métallurgiste. Oui, effectivement. Ça c'est bien. Voilà, il y avait aussi la sculpture. Voilà. Une autre industrie trouvée dans la société de nos ancêtres, la société traditionnelle, c'est la sculpture. La sculpture, comme nous savons, c'est le travail de transformer soit les os, soit le bois, dans des objets que nous voyons à usage de tous les jours. Et ceci était d'abord pour rencontrer certains besoins. Besoin de guérir les gens dans la société, besoin de protéger les gens, mais il y a aussi le besoin d'enseignement. Voilà l'utilité de la sculpture. Tout ce que nous voyons là était d'abord demandé pour arriver à trouver ou soit à rencontrer un besoin dans la société. Et c'est en bois. Hein? Oui, là nous sommes devant les objets en bois. Et tout avait une signification. Tout avait une signification. On peut parler par exemple des poteaux. Les poteaux que nous voyons, les poteaux de casse sont des poteaux bêtés utilisés pour protéger les personnes qui vivent dans la maison. Et c'est toujours exposé au-dessus de la maison. Tout est significatif. Du coup, ce n'est pas n'importe quel type de bois que vous allez couper. Ce n'est pas n'importe quel type de colorant que vous allez mettre pour colorer. Donc tout est significatif pour nous. Ici, nous sommes à l'industrie du tannage. Après avoir mangé de la viande, la peau pouvait être aussi utilisée pour fabriquer des objets de tous les jours. Comme nous voyons là-bas. Ici, nous avons un bouclier fabriqué à partir de la peau de l'enfant. Ces boucliers pouvaient être utilisés pour se protéger contre, par exemple, des percées de flèches, ainsi de suite. C'est en quelque sorte un gilet pare-balles. Et le bateau bouclier, c'est un message que nous lançons à tous les portiers qui écoutent. Nous sommes issus de différentes ethnies. Mais cela n'est pas un motif de division. C'est une force pour nous, comme un peuple dans un bateau. Lorsqu'on est dans un bateau, on ne regarde pas qui est à côté de nous.
On ne choisit pas qui va rester à côté de nous, mais tout ce qui est important, c'est qu'on regarde tous dans la même direction. Dans la même direction. Un très grand message, un message fort. Bienvenue à notre deuxième salle d'exposition qui a comme thème cycle de vie et expression culturelle. Du coup, dans cette salle, nous allons découvrir les étapes de la vie. Comme on sait, les statuts d'hommes ou de femmes ne se donnaient pas comme cadeau dans la société de nos ancêtres. Il fallait mériter cela. Du coup, tout le monde était censé passer par les étapes de la vie pour arriver à avoir les statuts d'hommes ou de femmes. Et ce sont ces statuts que nous avons résumés dans la deuxième salle. Sans plus tarder, on va les voir. Les chers téléspectateurs, venez avec nous, nous allons apprendre, nous allons visiter, parce que la République démocratique du Congo est une terre touristique. La première étape, c'est la modernité. On doit d'abord naître pour arriver à subir d'autres initiations dans la communauté. Et la naissance implique qu'il faut une femme. Il faut que la femme joue son rôle. Et ici, nous avons jugé bon de se focaliser beaucoup plus sur les rôles et la considération de la femme dans la société traditionnelle. Comme on sait, il y a tellement beaucoup de choses, il y a tellement de définitions conflictuelles à propos de la femme qui n'ont rien à voir avec la réalité dans les temps anciens. Du coup, dans les temps anciens, la femme, elle est là. C'est cette personne qui a le marteau dans la main droite. Le marteau dans la main droite symbolise le pouvoir. C'est cette personne qui garde ou qui porte le bébé avec attention dans la main gauche, qui symbolise la source de la vie. Cette statue, vous la retrouvez chez les Bendé au-dessus de la case du chef pour rappeler à tout le monde cette place privilégiée de la femme. Et pour que cette femme jouisse de toutes ses fonctions, elle doit être honorée. Et la dot, dans la conception de nos ancêtres, ce n'est pas un prix. Ce n'est pas une affaire d'achat ou de vente, c'est plutôt une alliance que vous scellez. C'est plutôt une union de deux familles et cela suffisait ou devrait être cautionné par un prix, un symbole. Et ces symboles dépendaient des ethnies. Ça pouvait être une lance, ça pouvait être un collier, ainsi de suite. Et pour voir encore la place de la femme, la place des choix qu'occupait la femme, la première initiation était réservée à nos mamans. Ici, l'initiation ne doit pas être entendue comme structurelle ou pour rassembler les gens, vous les montrer. Non, c'est tout simplement les petites paroles que nos mamans prononcent pendant qu'elles nous échangent des couches, pendant qu'elles nous accompagnent quelque part. C'est de l'initiation. Et là, les papas ne interviennent pas. Mais lorsque l'enfant arrivait à atteindre un certain âge, entre 12 et 17 ans, l'enfant cessait d'être l'enfant de sa maman, l'enfant de son papa, qui devenait l'enfant de la société. Et ça nous amène au passage de l'enfance à l'âge adulte, une seconde étape dans la société. Ici, nous sommes à l'étape de rassembler les jeunes garçons entre 12 et 17 ans. On les amène quelque part pour les apprendre la réalité de la vie, pour les apprendre comment prendre des responsabilités dans leur société de tous les jours. Et cette formation tourne autour du masque. Et cette formation est aussi le moment d'apprentissage des métiers des enfants. Voilà l'usage du masque que nous avons expliqué. Et lorsque les jeunes sortaient de cette initiation, c'était des hommes, c'était des femmes prêts d'aller au mariage, prêts à épouser. Du coup, la dot revient encore, comme on l'a dit. La dot était symbolique dans la conception de nos ancêtres. Chez les Munda, par exemple, c'est ces filles qu'on devrait donner. Mais au-delà du fait qu'on devrait donner un signe, mais on avait aussi besoin du consentement de la jeune femme qu'on venait épouser. C'est ainsi qu'on pouvait faire usage d'une des coupes que nous avons exposées de l'autre côté. Une coupe en fait de le parent de la jeune femme devrait la lui remettre pour qu'elle, à son tour, puisse aller faire boire à l'homme qui venait l'épouser. Et si elle le faisait, c'était un accord qu'elle donnait. Sans cela, le mariage, dans beaucoup de cas, ne pouvait pas être simple. Nous sommes aux objets de pouvoir. Comme nous le savons,
la société traditionnelle, le pouvoir n'est pas démocratique. Du coup, il y a des objets qui confèrent la légalité à celui qui est investi. Par exemple, chez les Cuba, nous avons des masques royaux que tout le monde aimerait voir, par exemple, en l'intronisation des chefs. C'est les trios de ces masques. Au-delà de ces masques, il y a ce tambour qu'on doit donner au nouveau pouvoir investi, ainsi que le panier qui est de l'autre. Une fois que vous avez ces objets, fini la récréation, il n'y a plus d'opposants, vous êtes un chef légalement investi. Par contre, chez les Djoufoué, c'est cette chaise-ci qu'on peut mettre au niveau investi. Lorsqu'on observe autour de la chaise, nous voyons les motifs, les différents motifs. Et ces différents motifs, en même temps, nous rappellent la conception ou l'entendement de la communauté chez nous. La communauté chez nous, c'est pas l'affaire de nous, mais c'est plutôt aussi l'affaire des forêts, des contenus, des rivières, des contenus, aussi des morts, même des êtres que nous n'avons jamais passés, font partie de la communauté. Du coup, ce sont ces personnages qui entourent la chaise chefale. Et ceci confère le caractère divin et prophète en même temps au chef. C'est-à-dire que le chef est celui qui peut définir les choses à nous. Et c'est lui qui peut entrer en communion avec le monde de tous ces êtres sans images. Là, nous sommes aux objets de protection. Un chef devait aussi protéger sa communauté avec tous les moyens que l'environnement lui donne. C'est ainsi que dans certaines communautés, c'est des poteaux de protection qui jouent le rôle des caméras de surveillance, beaucoup plus performantes que les caméras d'aujourd'hui, parce que ces objets vont au-delà d'arrêter ou de stopper que les humains, mais ça arrête aussi les épidémies, ça arrête aussi les personnes à mauvaise intention, par le fait qui sont exposés à l'entrée du village ou dans un carrefour. Toute personne avec mauvaise intention ne peuvent pas entrer dans le village pour faire le mal, les soucis, les épidémies. Aujourd'hui, nous avons par exemple la pandémie de la Covid qu'on n'arrive pas à éradiquer, mais dans les temps de nos ancêtres, cela allait être stoppé déjà à l'entrée du village sans problème de peur. Là, nous sommes à l'hôpital de nos ancêtres. Comme nous savons, comme aujourd'hui, lorsqu'on va à l'hôpital, on commence d'abord par se faire examiner. C'est ainsi que dans la société de nos ancêtres aussi, une fois on part à l'hôpital, même si on a mal à la jambe, on commence d'abord par la divination. On doit d'abord arriver à deviner pourquoi vous avez mal à la jambe. Peut-être vous avez volé, peut-être vous avez des problèmes avec quelqu'un d'autre. Ce n'est que par la suite qu'on va maintenant passer au traitement ou à la prescription. C'est ainsi qu'on faisait l'intervention si on paye les Nganga, quand on veut suivre. Et ça, ce sont des objets utilisés par les Nganga pour arriver à examiner les maladies pour soit définir comme ça. Et là, nous sommes à la dernière étape. Quand nous mourrons, la vie dans l'au-delà, dans la conception de nos ancêtres, quand nous mourrons, c'est le début d'une autre vie dans un autre contexte. C'est ainsi qu'un chef, quand il meurt, il est enterré avec ses honneurs comme chef. La communauté ou les communautés environnantes doivent être informées de son décès. On a informé du tambour. C'est ce tambour qu'on doit jouer pour annoncer aux communautés environnantes que voilà, le chef est décédé, vous devez venir, nous devons l'enterrer avec ses honneurs. Et là, nous avons des sarcophages dans lesquels les corps de chef devraient être gardés. Et là, nous avons des objets comme souvenir. Certains de nos ancêtres dans les royaumes étaient enterrés avec, parce qu'on considère que la mort, ce n'est pas la fin. Et aussi, devraient continuer à utiliser ces objets dans l'au-delà. Ici, nous sommes au tambour. Le tambour, on peut considérer ici comme des protèges du chef. Aujourd'hui, lorsque le chef passe, c'est pour les motards, c'est pour les sirènes, ainsi de suite. Mais dans la communauté de nos ancêtres, quand un chef passe, c'est d'abord les tambours que nous entendons. C'est les tambours qu'on joue pour annoncer que le chef est en train de passer. Nous devons venir rendre hommage
Bienvenue à notre dernière salle d'exposition, la salle d'exposition temporaire. Et l'exposition actuelle est consacrée aux objets ou instruments de musique que nos ancêtres ont utilisés en même temps comme moyen de communication. Ces objets sont exposés selon leur famille musicale. Ici, nous avons les objets de la famille aérophone. Du coup, on a les trompettes, on a les cornes, on a les sifflets. Ce sont des objets utilisés pour rassembler, convoquer les gens en réunion. Mais en même temps, de mêmes objets pouvaient être utilisés comme conditions météorologiques, pour alerter les gens, pour dire aux gens, par exemple, demain ne sortez pas, il y aura une forte pluie. Demain, prenez les dispositions par rapport à ceci ou cela. Là, on a les objets de la famille portophone, sitar, ouliak, sont des objets généralement utilisés pour accompagner les cérémonies. Ça peut être célébration, mariage, funérailles, ainsi de suite. Et en face, nous avons les objets de la famille membranophone, généralement les tambours. Ce sont des objets qui, pour chaque objet tel que nous voyons, a son son, à cause de la forme qu'on lui a donnée, à cause du choix de l'arbre, à cause de la peau qu'on a mis dessus, et même la façon d'accorder. Comme vous savez, c'est à partir du fait qu'on accorde, c'est à partir des accessoires qu'on pose sur les tambours pour arriver à avoir un son, et les sons doivent concorder à la cérémonie, de sorte que même les personnes éparpillées, éloignées, en écoutant les sons, qu'elles puissent se dire, voilà, ou soit identifier l'événement qui est en train de se faire. Nous avons la dernière famille, la famille communément appelée idiophone, mais aussi appelée autophone. Ce sont des objets qui émettent les sons de par leur propre membrane ou de par eux-mêmes. Ils émettent les sons. On a les lamérophones, qu'on peut appeler sansa, bikébé. Là-bas, nous avons des sonars. Ce sont des objets qui permettent à celui qui les exécute de montrer ou d'exécuter aussi des pas de danse en même temps, mais tout en gardant le rythme de la musique. Voilà. De partout, vous nous avez suivis, très chers téléspectateurs, dans le cadre du lancement de la semaine du tourisme en République démocratique du Congo, initiée par le ministre du Tourisme. Nous sommes venus ici, au Musée national, rendre visite au directeur du musée, ainsi que visiter les œuvres d'art. Très chers téléspectateurs, le Congo est un pays touristique par ses œuvres, par sa flore, faune, par ses parcs et par ses musées. De partout, vous nous avez suivis, très chers téléspectateurs. Nous vous disons merci. Merci au Musée national de nous avoir accueillis. Merci au professeur Henri Bonjoko et merci au guide qui nous a permis de visiter chaque salle de conservation des œuvres d'art. Très chers téléspectateurs, ayons la culture muséale. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine.